En immersion, un podcast des agences de l'eau. Histoire et légende de la Sorgue. Tout près d'Avignon coule une rivière, la Sorgue. La Sorgue est connue pour le gouffre de Fontaine de Vaucluse et la roue du moulin entraînée par ses eaux. Mais c'est avant tout son histoire, avec ses riverains, qui a fait d'elle une rivière populaire depuis tant de générations. On croit la connaître, mais elle a ses secrets. Jean Ronze n'a jamais quitté les berges de la Sorgue. Il vous la raconte comme personne. Son passé, ses légendes, mais aussi son présent et même son futur. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai jamais quitté la Sorgue des yeux. Alors, mes premiers souvenirs, c'est les souvenirs de gamin. J'avais 7-8 ans à Entraigues. Et à Entraigues, l'été, ils coupaient l'eau. Il y avait des petits canaux à Entraigues où on coupait l'eau pour le nettoyer, pour le faucarder, tout ça. Et dans les grosses flaques d'eau, il restait des loches, des chabots, des petits poissons, grands d'une dizaine de centimètres. Mère nourricière, c'était l'origine de la rivière. L'origine de la rivière, c'était ces familles de pêcheurs. Et ces familles de pêcheurs, ils vivaient de cette rivière. C'était des gens qui attrapaient énormément de poissons, qui le vendaient. Je vous dis, à l'Île-sur-Sorgue, il y avait plus de 100 familles qui vivaient que de ça, que du poisson de la rivière. Et vous leur leviez la rivière, c'était fini. Ils ne savaient rien faire d'autre. Ils naissaient pêcheurs, ils vivaient pêcheurs, ils mouraient pêcheurs. La Sorgue en amont. Alors là, dans les blagues qui se racontent, les anecdotes qui se racontent, là, il y avait la maison d'un charron là, qui réparait les charrues, qui réparait tout ça. Et c'était un farfelu, c'était le maire du Thor de l'époque, Alphonse Bégou, il s'appelait. Et là-dessus, il y avait un grand-père, là, le père Jacotet, qui avait plus de 90 ans. Il avait un trident. Et tous les jours, sur le coup d'1 heure d'après-midi, il venait là, au pont, là, et il regardait s'il n'y avait pas une truite. Et s'il y avait une truite, il envoyait un coup de trident et il l'attrapait. Et les autres, qui l'avaient vu faire son manège, là, ils n'en ont fait ni une ni deux. Dans l'atelier, ils ont fait une truite en ferraille. Et ils sont venus la mettre dans la journée, ils sont venus la mettre au fond de l'eau, là. Et l'autre, il est arrivé avec sa canne et son trident, là, sa fiture, comme on dit. Et il a regardé, puis il voit cette truite. Oh là, il envoie le trident. Le trident, il rebombe. Et qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est pas normal. Il recommence, il renvoie le trident sur la fameuse truite en fer. Les autres qui étaient derrière la vitre, ils se marraient comme des bossus. Ils se sont foutus de sa figure. Quand il a vu que les autres se foutaient de la figure, il a pris le trident, il leur a envoyé dessus et il est parti. Et ça faisait partie des... Ça, c'est une anecdote, mais c'est pas une inventée. Bon, la mère nourricière, c'était ça. C'était surtout que ça apportait à manger à tout le monde. Ils pouvaient vivre en autarcie à l'Île-sur-Sorgue. Ils avaient de quoi vivre. Hein. La Sorgue, c'est un système à part. C'est la 4e résurgence mondiale, hein, de ce type. Une résurgence, c'est de l'eau qui ressort, qui rejaillit de quelque part des entrailles de la Terre. Ensuite, cette eau, elle descend, elle va descendre la rivière, et vous vous trouvez, enfin maintenant plus, maintenant on a canalisé l'eau pratiquement partout, mais il fut un temps, disons il y a quand même 10 000 ans à peu près, Île-sur-Sorgue, Fontaine de Vaucluse, c'était un vaste marécage. Alors l'eau filait à travers son marécage, puis traversait Île-sur-Sorgue et allait rejoindre la Sorgue en dessous, quoi. Ce marécage, il était protecteur à la fois pour les hommes et nourricier, parce que dedans il y avait de tout. Il y avait des poissons, il y avait du gibier, il y avait tout ce qu'on voulait. À l'époque, après, au début du Moyen-Âge, lorsqu'il y a eu les invasions barbares,
les Visigoths, les Ostrogoths, les Lombards, tout ça, ils venaient bien ici parce que c'était riche. Et ils envahissaient la région. Et les gens se réfugiaient dans ces marais. Parce que eux, les assaillants, avec leurs chevaux, ils s'embourbaient dans les marais. Et ils ne pouvaient pas les déloger. Alors les gens utilisaient le marais comme moyen de défense. Et ça a duré, disons, jusqu'à à peu près à 400 ou 500 ans après Jésus-Christ. La couleuvre, en provençal, c'est une couleuvre. C'est moitié couleuvre, moitié drac, moitié reptile ailé. C'est une créature bizarre, très laide, et qui vivrait dans la vasque de la fontaine de Vaucluse. Alors cette créature, bizarre, laide, tout ce qu'on veut, elle aurait pour habitude de sortir le soir du trou de la vasque, de descendre à Vaucluse, dans le village, et de chercher sa nourriture. Si elle trouve un chien, elle le mange. Si elle trouve un enfant, elle peut l'emporter. Et pendant des années, cette couleuvre, elle a terrorisé les habitants de Fontaine de Vaucluse, qui, devant le malheur, on dit, on va implorer quelqu'un, un saint, quelqu'un qui soit capable de faire quelque chose pour nous, quitte à faire des incantations et des prières, mais qui nous débarrasse de ce fléau. Et ils ont appelé l'évêque de Cavaillon, Saint-Véran. Celui-là, pensez, moi on m'appelle, je vais résoudre la chose. Et il est venu à Fontaine de Vaucluse, et il a passé plusieurs nuits à attendre la couleuvre. Puis cette fameuse couleuvre, elle a muté. Elle ne faisait plus que manger après. Il est arrivé un moment où elle a voulu se reproduire. Mais se reproduire avec quoi et avec qui? Alors elle a cherché le prince charmant du côté de Fontaine de Vaucluse. Et là encore, elle a traumatisé tout Fontaine de Vaucluse. Le fameux cardinal ou archevêque de Cavaillon, là, le père Saint-Véran, il est venu sur place, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il fallait pour que la couleuvre s'en aille, et elle a foutu le camp de Fontaine de Vaucluse. Il paraît qu'elle serait dans les monts de Vaucluse, qu'elle errerait quelque part dans les grottes des monts de Vaucluse, mais plus personne n'en a entendu parler depuis, voilà. Alors ça, c'est la légende de la couleuvre. Là, en ce moment, là, on vit une période triste des sorgues, parce que depuis 5 ans, on a eu la maladie du chancre coloré des platanes. Et il a détruit la majorité des platanes. Ces platanes, ils apportaient du bois pour se chauffer, mais ils ne faisaient pas que ça. Ils amenaient de l'ombre à la rivière. Le fait qu'il n'y ait plus de platanes, il y a tout un tas de secteurs de la Sorgue en face là-bas. Il y a 1 kilomètre de rivière où il n'y a pas un arbre dessus. Donc, la rivière, elle a pris 2 degrés sur 1 kilomètre. Si vous rapportez ça à 35 kilomètres, vous voyez ce que ça peut causer. Ça cause de très gros dégâts. Il faut retrouver de l'ombre sur cette rivière. Il faut la retrouver pour, augmenter l'oxygène, et 2, éviter les montées en température. On voit l'été, vous avez des périodes de basses eaux qui sont bien plus importantes qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il manque des pluies sur le plateau de Sceaux. Le plateau de Sceaux, il y a 90 jours qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau. On pioche dans la réserve dessous. Mais la réserve, elle n'est pas inépuisable. Hein. Un jour ou l'autre, il n'arrivera plus d'eau. Moi, je trouve que ça, c'est un peu catastrophique. Hein. Que ça, il faudrait en prendre conscience et faire quelque chose. On ne pourra pas vivre comme ça en permanence. L'avenir de la Sorgue,
Ce qui me chagrine le plus, c'est le tourisme. Et la fréquentation touristique, elle devient énorme et ça devient un poids sur la rivière que la rivière ne supporte pas. Un canoë, il descend la Sorgue, s'il n'y a pas d'accompagnateur, si le gars est libre de ses mouvements. Il y a les herbiers que je vous parlais, qui sont le refuge des petits poissons, les herbes là. Le gars, il passe dedans, d'un coup de spatule, il vous arrache une poignée d'herbes. Et tout ça, ça diminue l'espace vie des poissons. Ce qui fait que ça met en danger leur reproduction et les quantités de poissons de la rivière. Et la rivière, c'est pas un puits sans fond d'oxygène. Donc il faut la protéger. Optimiste parce que je vois que moi ça me fait plaisir quand je vois ces gamins qui viennent faire des frayères. On voit qu'ils sont motivés, ils sont heureux de venir une journée là, au bord de la rivière. Je sais que ceux-là, lorsqu'ils seront grands, ils n'iront pas jeter leur sac poubelle dans la rivière parce qu'ils ont vu ce que c'était. Ils s'approprieront l'entretien de la rivière. Pour ça, bon, là je suis optimiste avec eux. Moi, je ne pourrais pas m'en passer. Hein. J'aimerais me faire le maximum, justement, pour entraîner des jeunes derrière et que tout ce que l'on fait, là, ça continue, que ça ne tombe pas à l'eau. C'est le cas de dire. Et ça, bon, si on n'aide pas la rivière, si on n'aide pas les poissons à se reproduire, ça va mourir, ça. Tout ça, ça va mourir. La rivière, je me rends compte que cette rivière, si on ne s'en occupe pas, si personne ne la protège, on va perdre un joyau. C'est quelque chose quand on voit la couleur de l'eau là-devant. Une rivière qui a traversé déjà 10 km, qui a traversé une grosse ville de 19 000 habitants. C'est un exploit, cette rivière. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.